Voilà, vous êtes déjà nombreux à être remontés. On est dans la nuit du trading organisée par IG, ici Salvagram. Il y en a qui nous suivent aussi, ils sont plusieurs centaines maintenant à nous suivre hein, sur YouTube. On vous demande de remonter, hein, si vous êtes encore au Champagne, au Petit Four, de remonter ici au Rez-de-Jardin, nous rejoindre pour la suite de la nuit du trading. On aurait pu aussi l'appeler la soirée du trading, hein, parce que je vous rassure, ça ne va pas non plus finir à 5 h du matin. Hein. Jean-Pierre, je vous vois. Oui. Donc je reprends le programme de la soirée rapidement. On est sur quoi là? Bon, ça ne doit pas être la bonne slide. Le programme, c'est que on fait ce débat donc avec nos experts que je vous présente dans une seconde. Et ensuite, on aura deux autres experts. On aura Xavier Fenot, finaliste des Talents du Trading 2013 sur BFM Business, donc qui vous donnera son sentiment sur le marché, mais bon, au-delà de ça, surtout sa technique. Hein. Sa technique sur le Forex. On parlera ensemble donc, avec lui pendant une petite demi-heure du marché des devises, le marché le plus liquide au monde. Hein. 5 000 milliards, plus de 5 000 milliards d'euros échangés tous les jours, de dollars d'ailleurs peut-être. Et dans la foulée, on aura Benoît Rousseau avec nous, qui gère le site andil.com. Donc là, c'est vraiment le trading communautaire. C'est ne pas rester seul quand on trade, quand on boursicote, parce que voilà, on a besoin de conseils, on a besoin de partager aussi ses émotions. Et bon, ce sera tout à l'heure, juste avant le stand-up, hein, le final. On terminera en apothéose avec Gaspard Proust, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous ce soir. Pour vous donc, Gaspard Proust, le comique, l'humoriste qui monte, hein, repéré dès 2008 par Laurent Ruquier, produit d'ailleurs par Ruquier depuis quelques années, et qui sera donc face à vous pendant une petite demi-heure. Donc pour achever cette soirée, le débat, pour l'instant, le débat avec nos experts que je vous présente. Jean-Pierre Petit, vous l'écoutez toutes les semaines. C'est quel jour, Jean-Pierre? On va vous donner un micro. Vous n'avez pas de jour chez Nicolas Dose. Je vais vous passer le micro. C'est de temps en temps. Allez-y. De temps en temps. Voilà. Gardez le micro. C'est pratique. Si d'ailleurs je parle à la régie, si on peut avoir 3 micros supplémentaires, j'aurais dû commencer par cela, si les hôtesses nous entendent. Donc 3 micros supplémentaires pour tous nos experts, et puis on en redonnera un ou deux pour vos questions dans une demi-heure, 3 quarts d'heure, si vous en avez évidemment pour nos experts. Moi j'en ai plein, donc ça tombe bien. Jean-Pierre Petit, je vous présente les Cahiers Verts de l'économie, organisme indépendant, c'est ça? Vous faites du conseil, mais indépendant. Absolument. Jean-Jacques Oana est aussi avec nous ce soir, fondateur, président de Riskelia. Je me tourne du mauvais côté. Jean-Jacques, est-ce qu'on peut expliquer en 2 secondes, Jean-Pierre, votre micro s'il vous plaît, ce que fait Riskelia? En un mot. Riskelia a développé un radar des marchés. Et ce radar des marchés analyse les dynamiques qui sont les grandes forces qui sont inscrites dans la dynamique des prix et qui nous permettent finalement de donner des signaux macroéconomiques de risque et aussi d'opportunité. Qu'est-ce qui en surchauffe? Qu'est-ce qui est sous-valorisé? Sur quoi il faut se positionner? On a 3 axes principaux d'analyse. Nos 3 axes, c'est premièrement le régime de liquidité. Oui. Est-ce que la liquidité est propice ou non à l'investissement? Deuxième axe d'analyse, les grandes tendances d'investissement. Oui. Troisième axe, les bulles spéculatives. Votre profil? Ingénieur, financier, les deux? Alors, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Riskelia, c'est une conjugaison de talents. Premièrement, des ingénieurs. Deuxièmement, des experts des marchés, avec une longue expérience. Et donc, les algorithmes que vous les ferez parler tout à l'heure. Que dit Absolument. le radar de Riskelia? Tout à fait. À ma gauche, Emmanuel Le Chypre, BFM Business. Est-ce qu'on vous présente encore Emmanuel? Bon, Emmanuel, c'est l'observatoire. Hein. C'est l'homme de l'observatoire. Oui, il y a des applaudissements déjà pour vous. Vous avez vos fans. Merci à tous. Bon, tout va bien, Emmanuel. Vous avez quitté BFM TV. Non, on ne vous voit pas sur BFM TV. Si, vous me verrez, mais c'est la magie de la télé. Vous me verrez. Ah oui, vous l'avez enregistré juste avant de venir. Normalement, vous êtes en direct. On a enregistré juste avant avec Nathalie Lévy. Voilà. Bon. Vous êtes d'abord de BFM Business, hein, on vous prête à BFM TV. Hein. Exactement. D'accord. Exactement. Et Eric Lewin, habitué aussi de BFM, d'ailleurs un ancien collègue, non, vous étiez avant moi sur BFM. Oui, il y a 13 ans. Pour ceux qui ont de la mémoire. Il y a 13 ans. Donc BFM ex-radio à 20 ans. Qui n'était que radio d'ailleurs. On est devenu business il y a 3 ans avec la télé et vous étiez donc journaliste à l'époque. Et aujourd'hui, vous l'êtes toujours, mais vous êtes aussi analyste, double casquette. Exactement, pour les publications Agora. Et votre truc, vous, c'est la bourse au quotidien, les small et mid cap. C'est surtout les small et mid cap, oui, c'est des capitalisations qui vont de 10 millions d'euros à 1 milliard d'euros, 1,5 milliard d'euros, sur tout ce qui est coté, notamment à Paris.
Bon, je réitère mon message à la régie et aux hôtesses, si elles nous entendent, d'avoir au moins 2 micros supplémentaires pour faciliter la tenue de ce débat. Première question peut-être pour vous, Jean-Pierre Petit. On va démarrer sur les marchés. On devait faire de la macro, finalement, je change mon fusil d'épaule. Les marchés. On fera de la macro, évidemment. Hein, comment va le monde, qui tire la croissance, les États-Unis, la Chine, l'Europe, qui sait, soyons fous. Mais les marchés d'abord. Le marché, est-ce qu'il est bien là? Est-ce qu'il est bien valorisé? Marché européen, est-ce qu'il est fair? Ou est-ce qu'il est sur le point de consolider, voire de se casser la figure? Réponse. D'abord, il faut toujours commencer par le marché directeur mondial, qui est le marché américain. Voilà. C'est la première chose. Le marché américain, sur les 7-8 indicateurs qu'on peut utiliser au niveau de la valorisation absolue, on peut considérer qu'au total, en faisant la moyenne pondérée, compte tenu du contexte, il n'est plus attractif. Voilà. Il n'est plus attractif d'ailleurs depuis la deuxième partie de l'an dernier. Et donc il faut shorter, si on comprend comme ça. Or, ceux qui nous disent de shorter, on en entend quelques-uns, merci beaucoup, pas dit ça, hein, sur BFM Business, j'ai pas dit ça. Ne gagnent pas d'argent depuis des mois, des années. Donc vous n'avez pas dit qu'il fallait shorter. Allez-y Jean-Pierre, je vous ai coupé. J'ai pas dit qu'il fallait shorter, j'ai dit qu'il était à peu près à sa valeur. Voilà. Il n'est plus attractif. Il a connu l'une des périodes de revalorisation les plus fortes. À partir de septembre 2011 jusqu'à la fin de l'année dernière, le PE a pratiquement progressé de 50%. Donc l'essentiel de la hausse du marché s'est fait par la revalorisation. Il ne faut pas oublier que les BPA sur le S&P 500 n'ont progressé que de 6% l'an dernier et 6% l'an d'avant. 6% en 2012, 6% en 2013. Voilà. Or, le marché action a énormément progressé, tout particulièrement dans le mini-cycle depuis la fin de l'été 2011 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et sinon, si je prends l'ensemble du cycle, on a un cycle boursier haussier depuis le 9 mars 2009 et la hausse cumulée est proche de 180%, ce qui en fait le 5e marché haussier le plus important depuis 100 ans. 9 mars 2009, je fais mon autopromo, c'était le début de l'intégral bourse. Bon timing quand même. Le CAC à 2500 points. Absolument. Absolument. On est à 4004 aujourd'hui. Est-ce qu'on passe vos slides, Jean-Pierre, ou c'est trop tôt là? Non. Alors on va les lancer. On va lancer vos slides. C'est vous le chef. Oui. Donc les slides de Jean-Pierre Petit, les cahiers verts de l'économie, vous allez tout nous expliquer. Je crois qu'en gros, ces slides se réfèrent à l'évolution générale du marché action américain. Ça vient, mais faites le teasing là. Et donc, je disais, 180% d'augmentation de la hausse, avec les dividendes, on est quasiment à 205, ce qui en fait sur 5 ans une rentabilité annualisée, sur 5 ans, l'une des plus élevées de l'histoire. La question est, donc c'est un bull market, est-ce qu'on en sort ou est-ce que ça peut continuer? Et si ça doit continuer, comment? J'ai tendance à considérer qu'on est plutôt en marché haussier en milieu de cycle. Voilà. Donc on a, comme je le mets plus haut là, on a 180% de hausse, ça nous fait à peu près de 25% de rentabilité annuelle dividende réinvesti, donc c'est énorme. C'est un marché haussier déjà beaucoup plus puissant que l'avant-dernier marché haussier, celui qu'on connaissait bien de 2002-2007, où le marché n'avait fait que doubler. C'est un marché donc qui a 5 ans, 60 mois, et la moyenne en termes de durée des marchés haussiers, depuis 100 ans, je rappelle, c'est 62 mois. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire les moyennes ne demandent qu'à être dépassées. Voilà. Mais ça veut dire que si l'on admet qu'il n'y a pas de risque a priori de bear market, qu'est-ce qui génère un bear market? A priori, c'est une récession, un hard landing ou une correction obligataire mal gérée. Mais aux États-Unis, sur le territoire américain, il est difficile de prévoir, d'anticiper de tels risques à horizon prévisible. Si je devais mentionner le risque principal au niveau macro pour le marché action mondial et américain en particulier, ce serait plutôt du côté de la Chine que je regarderais. Voilà. Mais a priori, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de raison. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt en milieu de cycle. Mais c'est important de dire cela parce que en milieu de cycle, ça veut dire qu'il y a une deuxième partie de cycle, haussier toujours, mais historiquement, les deuxièmes parties de cycle sont beaucoup moins sympathiques que les premières. Dit autrement, la performance est beaucoup plus faible qu'au cours de la première partie de cycle. Car la politique monétaire est évidemment moins accommodante, c'est ce que je mets ici, car les prix sont moins attractifs, car il y a une pression sur les marges, le cycle est moins porteur. C'est ce qui se passe historiquement.
Sauf une exception, si on termine en bulle. La deuxième partie du cycle boursier haussier de 21-29 a été excellente pour la deuxième partie. Mais ça s'est mal terminé, évidemment, mais pour la deuxième partie, c'était bon. Pour le marché haussier de 87-2000, la deuxième partie était très bonne, mais ça s'est terminé en bulle. Voilà. À part les exceptions de bulles boursières, les deuxièmes parties de cycle sont quand même moins sympathiques. Donc, il vaut mieux souhaiter de faire une année à Wall Street ou en Europe à plus 5, plus 10 qu'à plus 30 comme l'an dernier. Absolument, très bonne remarque, sauf que historiquement, les années de croissance à un chiffre sont minoritaires aux États-Unis. Je sais bien que tous les 1er janvier, les stratégies de marché, en général, par prudence, annoncent 7-8, c'est souvent le consensus, mais les années de 7-8, c'est des années minoritaires. Il y en a quelques-unes quand même, mais elles sont minoritaires. L'essentiel de la croissance du marché action depuis 1871, en reprenant les données de Robert Shiller, c'est des croissances à 2 chiffres, sachant que ça baisse aussi. 2 années sur 3, ça monte, 1 année sur 3, ça baisse. Voilà le marché haussier action. Vous avez cette représentation graphique qui est encore plus claire. Vous avez tous les marchés actions haussiers depuis 100 ans. Et celui-ci, celui dans lequel on est, il est pas mal, c'est le 5e, 180% en 5 ans, uniquement sur la performance de l'indice, sans compter les dividendes. Voilà. Mais il y en a eu les plus puissants qui ont surpris, notamment le plus grand, 87-2000. Il y a eu 21-29, 49-56, 82-87, etc., etc. J'avance. Alors, c'est une performance, et vous avez commencé tout à l'heure, Sébastien, sur le marché européen. Je vous ai dit qu'il fallait toujours commencer par le marché américain. Mais c'est vrai que la performance des autres grands marchés a été beaucoup moins forte que sur le marché américain. Vous le voyez ici, le marché américain, 180%. Alors là, j'ai mis les dividendes réinvestis à plus de 205. Vous voyez, UK, c'est très loin derrière. C'est un peu plus de 80%, 120% avec les dividendes. La zone euro, c'est 80%, 120% avec les dividendes. C'est pratiquement pareil que le FTSE. Voilà. Les émergents, c'est la grande déception de ce marché haussier dans l'ensemble. Par rapport à la décennie 2000, ils font à peine 80%, un peu plus de 100% dividendes réinvestis. Et le Japon, j'ai pris ces chiffres à la date anniversaire, autour de la date anniversaire du 9 mars, évidemment. Et le Japon est à peine à 70. Voilà. Donc c'est surtout un très beau marché action pour le principal d'entre eux, celui qui représente quasiment 50% de la capitalisation boursière mondiale, c'est-à-dire le marché américain. Alors vous allez me dire, oui, mais le marché a beaucoup monté, mais il avait beaucoup baissé. Alors c'est intéressant de regarder la performance par rapport au point haut de 2007, puisque là, on peut lisser la performance en prenant un grand bear market et un bon bull market. Et là, vous apercevez que le seul marché qui est vraiment au-dessus des points hauts de 2007, au 9 mars 2014, c'est le marché américain, qui est pratiquement à plus 20, au-dessus du niveau de 2007, et environ 35 dividendes réinvestis. Par contre, la zone euro, on est toujours en zone négative, même en intégrant les dividendes réinvestis. Le UK est légèrement au-dessus en intégrant les dividendes, les émergents sont en négatif, et le Japon est en territoire négatif. Donc sur un cycle boursier qui intègre un cycle baissier et un cycle haussier, et qui, là, a 7 ans d'âge. Alors, je voudrais juste rappeler qu'il existe aussi des bear markets. Les bear markets, la définition officielle des stratégistes américains, c'est au moins 20%. Je le dis parce qu'au bout de 5 ans, on a tendance un petit peu, on rentre dans la deuxième partie de cycle, comme je disais tout à l'heure, il commence à y avoir un petit peu plus d'optimisme. Le ratio Bulls-Bears monte mécaniquement. On le voit, il y a plus d'opérations d'introduction, il y a plus d'opérations de fusion-acquisition. Et il faut, évidemment, en général, quelques temps après, il y a le démarrage d'un bear market. Alors, on n'y est pas immédiatement, mais voilà, c'est quelque chose qui arrivera très certainement au cours des prochaines années. Alors, les principaux bear markets, j'ai mis les principaux bear markets depuis 100 ans. Il y a celui-là qu'on connaît tous, c'est le deuxième bear market, celui de 2007-2009, le plus important, c'est évidemment 29-32. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui génère vraiment le catalyseur d'un bear market sur le marché action, au niveau fondamental, ça reste toujours récession. Depuis 1945, le tarif d'une récession américaine, c'est moins 26
exactement, en moyenne, du pic au creux pour le S&P 500. Un hard landing, ça coûte très cher également. Par exemple, l'Amérique, cette année, peut faire pas très loin de 3% de croissance. Si en 2015, il y a ce qu'on appelle un hard landing, par exemple la croissance tombe de 3 à 1, il y aura également un bear market. Les fortes corrections obligataires, très mal gérées, comme celle de 87, peuvent générer également un bear market. Il y a, alors, ce qu'on peut dire sur le marché action, pour finir de répondre à votre question, sur la valorisation, il y a la valorisation absolue, j'ai répondu tout à l'heure, et si je prends vraiment tous les critères, hein, le PER, trailing, forward, le PER de Shiller, hein, comme on dit, c'est-à-dire calculer le Shiller ratio, c'est-à-dire calculer sur les PER des 10 dernières années, qui est au-dessus de la tendance, le price to cash flow, le price to book, le price to sales, enfin bref, tous les ratios, et je fais la moyenne. En gros, il n'est pas attractif. Il n'est pas nettement survalorisé, c'est sûr, mais il n'est pas attractif. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que, première chose, du point de vue de la valorisation relative, il y a un léger potentiel de compression de la prime de risque. Et du point de vue de la dynamique de flux, il y a également du potentiel. Juste ce graphique-là. Les fonds mutuels américains, les mutual funds, au bout de 5 ans de marché haussier, n'ont une position action que de 52%. En 2007, ils avaient 58%. En 2000, ils avaient 61%. La dynamique des flux des particuliers sur les actions, ce qu'on appelle la grande rotation, n'est intervenue qu'à partir du début de l'été dernier. C'est tout. Avant, les seuls agents qui ont racheté des actions aux États-Unis, c'est les entreprises elles-mêmes, sous forme de rachat d'actions. Et dernier point, à propos de la valorisation, sur lesquels on se pose le plus de questions, est-ce qu'il y a un excès de valorisation sur les technos ou certains segments de techno qui nous rappelleraient un petit peu, à la faveur des fusions-acquisitions, qui nous rappelleraient un petit peu 99-2000. Alors si vous regardez le PER trailing des technos en vert, vous voyez que ça monte, mais sur l'ensemble de l'indice, il n'y a pas de choses comparables à 2000. Sur le price to book, c'est un peu plus nettement à la hausse, c'est un peu plus au-dessus des tendances récentes, mais on est très loin de mars 2000. Juste un petit point à propos de mars 2000. Vous voyez, la bulle, elle démarre à partir de fin 98. Voilà, fin 98, après le sauvetage de LTCM, fondamentalement. Le Nasdaq fait à peu près, entre octobre 98 et mars 2000, il fait à peu près 2,5. C'est donc une montée tout à fait exceptionnelle. Ce que je voudrais dire, c'est que les bulles boursières peuvent se former très très rapidement, à la faveur de toute une série de phénomènes, non seulement les croyances collectives, qui sont évidemment erronées, les fausses joies sur les perspectives de rentabilité des boîtes concernées, mais également un contexte monétaire favorable. C'est pour ça que je fais référence à 98, parce que vous vous souvenez très bien que 98, c'était la crise asiatique, la crise des pays émergents, et la Réserve fédérale, qui malgré une croissance réelle de 4%, avait dû baisser ses taux, interrompre le processus de resserrement des taux, baisser même ses taux après l'affaire LTCM, et ce faisant, relancer l'inflation des actifs, relancer la reflation des actions. Et tout ça, c'était fait en 15-16 mois. Voilà, juste un petit focus par rapport à l'actualité récente. Je crois que j'ai plus de slides. Voilà. Revenez vers nous, merci Jean-Pierre. Pas sûr, donc pas de bulle, mais pas sûr. Pas de bulle à ce stade, mais il faut s'en méfier. Pas sûr que vous soyez complètement d'accord, chéri Eskelia, Jean-Jacques Ohana. On est peut-être déjà en bulle, déjà en surchauffe sur le Nasdaq, en tout cas. Je me trompe ou pas? Ou j'ai mal lu le radar? Non, non, vous avez une bonne lecture. Peut-être puis-je d'abord expliquer un petit peu notre méthodologie à tous. J'ai un seul slide pour expliquer pourquoi, dans les prix, il peut y avoir une information prospective sur l'évolution des marchés financiers. Et mon seul slide parle de la théorie de la réflexivité de George Soros. Dans cette théorie, et à mon avis qui est assez révolutionnaire, et on n'a pas fini d'en parler, il propose un nouveau paradigme d'explication, d'interaction entre les marchés financiers,
les anticipations des investisseurs et l'évolution des actifs, et l'évolution de l'économie réelle. Dans un paradigme classique, peut-être qu'on peut passer juste mon slide, ça sera plus facile. On attend votre slide, mais il arrive. Dans un paradigme classique, voilà, on y arrive. Oui, je vais prendre le... Allez-y, Jean-Jacques, continuez. Donc, dans le paradigme classique, c'est l'évolution, voilà, c'est l'économie réelle qui va impacter les marchés financiers. C'est-à-dire que la cause et l'effet sont dissociés. Et de la même façon, les anticipations des acteurs vont vont impacter les marchés financiers. Dans le paradigme que propose George Soros, l'économie réelle et les marchés financiers vont interagir avec des processus endogènes, ce qui explique que dans une certaine forme d'analyse technique, il peut y avoir une prédiction. Encore plus puissant, George Soros explique que les anticipations des acteurs interagissent avec les marchés financiers. Et là, je vais donner un exemple. Si le Nasdaq continue de monter, on va être collectivement influencé par cette hausse du Nasdaq et nos anticipations vont être modifiées. Donc maintenant, j'en viens aux conclusions du radar et je vais tout de suite arriver au cœur du sujet. C'est pour répondre à votre question, oui, nous pensons, oui, nous avons des signaux d'excès spéculatif sur les marchés américains. Maintenant, je voudrais relativiser cette notion de bulle que nous employons. Ce n'est pas une bulle de valorisation, c'est une analyse totalement orthogonale à celle que vient de présenter Jean-Pierre Petit. C'est une analyse uniquement fondée sur la dynamique des prix. Et à partir de la régularité de la dynamique des prix, nous pouvons dire aujourd'hui qu'on est dans un excès spéculatif, notamment sur le Nasdaq, mais aussi sur des marchés comme les small caps US, sur des marchés comme le S&P 500. Il y a une dynamique des prix qui est excessive. Mais ce n'est pas le cas sur l'ensemble des marchés. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons une bulle qui est assez localisée. Je passe au marché européen. Sur les marchés européens, nous sommes tout à fait positifs, avec des potentiels de hausse que nous identifions sur l'Eurostoxx, par exemple, sur le marché italien, qui n'est pas, à notre avis, encore suffisamment, excessivement joué par les investisseurs, sur le marché d'indices boursiers espagnol également, sur le FTSE, où nous avons des bons signaux. Et nous sommes en ce moment plus prudents sur l'Asie. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons une diversité des opportunités aujourd'hui apparaître sur les marchés émergents. Les marchés émergents qui ont été décriés l'année dernière, Jean-Pierre Petit en a parlé tout à fait justement. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que aussi bien sur les devises que sur les indices boursiers, nous identifions des opportunités localisées qui sont extrêmement attractives. Je donnerai quelques exemples. L'Inde, pour nous, c'est un marché qui offre des perspectives intéressantes. Deuxième marché où nous identifions une bonne tendance, c'est Taïwan. Troisième marché, l'Indonésie. Ce qui est intéressant, c'est que dans les marchés que je viens d'identifier comme des opportunités, on avait 2 pays qui étaient identifiés parmi les 5 fragiles de l'année dernière. Je rappelle que les 5 fragiles des pays émergents sont la Turquie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. Parmi ces 5 fragiles, il y en a déjà 2 qu'on identifie comme des opportunités pour l'année 2014. On pourra y revenir sur les émergents. Merci Jean-Jacques. Et puis vous me direz s'il y a d'autres slides à jouer tout à l'heure, parce que maintenant j'ai le joystick entre les mains. On finit le tour de table. Messieurs, Eric, on essaie d'aller un peu plus vite, sinon on n'aura pas le temps de tout aborder. Eric Lewin, alors vous, on a cité les small caps américaines. Vous, c'est les small caps françaises. Vous avez aussi des trucs qu'on ne connaît même pas parfois. On ne sait même pas que ça existe. Ça pèse 20, 30, 50 millions d'euros en bourse. Alors, ce qu'il faut voir quand même depuis le début de l'année, quand on regarde le CAC 40, c'est un petit peu beaucoup de bruit pour rien, parce que le CAC 40 ne gagne que 2% depuis le début de l'année. Par contre, quand on regarde le CAC Small, il gagne 16%. Alors, il y a 4 raisons à cela. D'abord, il faut voir que les small caps sont beaucoup moins exposés aux risques émergents et donc moins sensibles aux évolutions des devises. Il faut savoir par exemple que l'an dernier, l'effet de devise a joué sur 10% du résultat opérationnel de Michelin par exemple. Au 4e trimestre, un groupe comme LVMH, l'effet de devise a joué pour 6%, ce qui n'est absolument pas le cas sur les small caps.
Quand on parle de small cap, c'est surtout des sociétés qui ont une capitalisation inférieure à 150 millions d'euros, donc elles sont très peu au Brésil, elles sont très peu en Inde, elles sont très peu en Russie, elles sont très peu en Chine. Le deuxième événement, c'est qu'il y a quand même actuellement un vent de folie sur les biotechnologies. Il y a une véritable bulle avec des valorisations qui sont totalement en inadéquation avec la société. Je vais vous donner un exemple. À Paris ou à New York là, Moi, je parle de Paris, je reste sur Paris. Ok. Il y a en ce moment, donc, il y a beaucoup d'introductions en bourse, il y a beaucoup de valeurs qui ont monté. J'ai pris quelques progressions. Par exemple, depuis le début de l'année, une biotechnologie comme Ibrigenix fait plus 258%, Genfit fait plus 230%, et Nanobiotics fait 200%. Alors pour une fois, je vais donner quelques conseils. Je pense que le marché des biotechnologies est un marché où il y a une véritable bulle et où il faut faire très attention. Si vous n'êtes pas un spécialiste du secteur, allez-y vraiment avec des pincettes, ou alors connaissez des médecins, connaissez des pharmaciens, connaissez des spécialistes, parce que ça peut être très dangereux. Je vais vous citer un exemple, Sébastien, on en a beaucoup parlé sur BFM Business. C'est AB Science qui avait soi-disant une molécule qui devait être un médicament pour soigner les tumeurs du pancréas. L'action est montée jusqu'à 22 € et puis on a appris que finalement l'autorité européenne avait retoqué, qu'il y avait un avis négatif et que le médicament ne sortirait sans doute pas. L'action a dévissé, elle vaut autour de 12,50 € à 13 € et les mêmes analystes qui avaient un objectif de 40 € sur la valeur ont un objectif maintenant à 4,50 €. C'est dire qu'il faut faire vraiment attention sur les biotechnologies. Et pourtant, il y en a plusieurs, pour ne pas dire beaucoup, dans le tout nouveau CAC PME concocté par Euronext pour accompagner le développement. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire tout de suite du mal du CAC PME Moi non, mais vous, allez-y, oui. Je voudrais juste d'abord terminer pourquoi il y a une meilleure performance des small caps. Il y a eu des résultats corrects dans l'ensemble et puis donc il y a eu cette création du PEA-PME. Moi j'ai beaucoup de copains qui sont gérants de fonds qui m'appellent tous les 2 jours en me disant essaie de faire un article parce que je vais lancer un fonds PEA-PME. Alors moi j'ai un gros problème avec ce fonds PEA-PME. Je trouve que c'est un produit, je n'hésite pas à le dire, qui a été totalement mal fagoté. J'ai eu quelques réunions à l'Assemblée nationale, on a essayé de voir Bernard Cazeneuve avec des députés de l'UMP et de l'UDI sur le fait que par exemple dans le PEA-PME la capitalisation boursière n'est pas prise en compte. C'est-à-dire qu'on prend en compte le chiffre d'affaires, on prend en compte les fonds propres, on prend en compte le nombre de salariés, absolument pas la capitalisation boursière. Donc vous avez par exemple un groupe comme CRIT qui pèse beaucoup moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, de capitalisation boursière, pardon, qui n'est pas compris dans le PEA-PME. Même chose pour Euro Disney, même chose pour Pierre et Vacances. Parce que trop de salariés, quoi. Parce que trop de salariés. Oui. Par contre, un groupe comme Ingenico, qui doit peser en bourse quelques 3 milliards d'euros, un groupe comme Hotelsat, qui doit peser autour de 5 milliards d'euros, fait partie du PEA-PME. Or, moi, ce que je pensais, que c'était quand même un indice qui était fait, ou plutôt c'était un compartiment qui était fait pour amener des investisseurs. Je ne suis pas sûr que la création du PEA-PME amène beaucoup d'investisseurs sur Ingenico, sur Rémy Cointreau, qui sont des dossiers de toute façon suivis par beaucoup de gérants européens, par beaucoup de gérants américains. Et avec le communiqué de Pierre Moscovici hier soir, vous y voyez plus clair ou pas forcément? En gros, il dit, vous les entreprises, les sociétés, dites si vous êtes ou non éligible au PEA-PME. C'est à elle. Écoutez, c'est un peu abracadabrantesque, comme disait Jacques Chirac à une époque dans une interview télévisée, c'est-à-dire que c'est maintenant aux sociétés de définir si elles sont éligibles ou pas. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est même pas le ministre des Finances et Bercy qui dit non, ces sociétés sont éligibles. On vient d'apprendre que les sociétés qui sont détenues par un holding ne sont plus éligibles au PEA-PME. Donc on a créé un indice avec 40 valeurs. Et puis on apprend par exemple qu'une dizaine de valeurs vont quitter cet indice le 1er avril. Donc on va devoir sortir quoi? Canal+. Alors on va sortir. Alors je vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, ça serait trop long. 3, c'est bon. Eutelsat, April Group, Rémy Cointreau ou encore M6 vont sortir du PEA-PME, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte 2 mois après la création, finalement, qu'il y avait des valeurs qui n'avaient rien à y faire. Parce qu'elles sont filiales de groupes. Parce qu'elles sont filiales. Par exemple, Rémy Cointreau est détenu par un holding qui a 40 filiales. Donc on ne prend plus Rémy Cointreau, on prend le holding. Et donc le holding, évidemment, qui pèse beaucoup plus qu'1,5 milliard de chiffre d'affaires, évidemment, qui pèse beaucoup plus que 2 milliards d'actifs en termes de fonds propres. Votre message au final, c'est quoi, Eric? Alors les ça a été très mal monté. Mais on fait attention. Mon message, c'est que ça a été très mal monté. Cet indice PEA-PME, il y a quand même 22% des sociétés qui sont des biotech. Alors vous allez expliquer ce que vous voulez, mais le tissu des PME français, c'est absolument pas 22% de biotech. Il n'y a pas du tout 22%, donc ça a été mal monté. Et c'est un indice qui est un petit peu... il y a beaucoup de bulles en ce moment. Moi, je trouve que... Pourtant, c'est quand même ma partie. Je devrais vendre mes newsletters mensuels. Je trouve qu'il y a une petite bulle quand même qui est en train de se créer, notamment sur les biotech et sur certaines small caps où on a l'impression que ça a du mal à progresser. Je vais vous donner un dernier exemple et après, je vais laisser la parole à Emmanuel qui piaffe d'impatience. Il n'en peut plus. Il y a par exemple auféminin.com qui est un portail internet qui est une vraie success story.
Ils ont sorti leurs résultats annuels récemment. Ils ont sorti 33% de marge opérationnelle, 22% de marge nette. Donc c'est ultra rentable, une position de trésorerie autour de 50 millions d'euros. Bref, c'est très rentable. Et l'action a perdu 2%. Alors les gens disent, mais c'est très bizarre, comment c'est possible de perdre 2%? Tout simplement, c'est que l'action était passée de 16 euros à 36 euros et que les investisseurs, à un moment, n'y vont plus. Et moi, j'ai le sentiment quand même que sur les small, 16% de hausse depuis le début de l'année, une très bonne performance l'an dernier. J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout du bout. Alors il y aura peut-être quelques OPA. Juste pour finir, il y a quand même eu 3 OPA ces derniers jours. Il y a eu Jacquard sur Bourbon dans les services maritimes avec une prime de 20%. Boursorama qui va sans doute quitter la cote absorbée par la Société Générale avec une prime de 24%. Et Sistran qui est un petit éditeur de Progiciel qui a été avalé par Axway, c'était il y a 2 jours, avec une prime de 20%. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura encore des opérations financières. Le monde des small caps n'est absolument pas mort. Je dis simplement, biotech, be careful. Et sur les small caps, faites très attention, regardez vraiment les ratios de valorisation et n'allez pas sur des PE de 22-23 en vous disant l'action a gagné 50% l'année dernière, elle peut continuer. Je pense qu'on peut avoir quelques turbulences dans les mois qui viennent. Vraiment, soyez prudents sur ce secteur. Merci Eric. Bon, le lien est facile. Passez votre micro à Emmanuel. Manu Le Chypre, l'Observatoire BFM Business. Que dit l'Observatoire sur la France, sur l'Europe, sur le monde? Est-ce que les marchés vont trop vite là, par rapport à l'économie réelle? Oui, moi je pense que les marchés vont beaucoup trop vite. J'ai beaucoup apprécié les 2 exposés. Alors j'avoue que je ne suis pas un spécialiste des small cap et des biotech, mais sur les 2 exposés précédents, je trouve que les conclusions sont très intéressantes. L'effort historique qu'a fait Jean-Pierre est passionnant, mais il ne nous rappelle pas quand même mais le contexte très particulier de ce marché haussier. C'est-à-dire que c'est sans doute un des plus grands marchés haussiers de l'histoire aux États-Unis, alors qu'on a une reprise qui est 2 fois plus faible en croissance, en emploi, que la moyenne des reprises passées. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ce flot de liquidités absolument incroyable, historique, gigantesque, qui se déverse sur ces marchés. Ça baisse. Alors, non. L'augmentation ralentit, c'est ce qui est quand même assez différent. Donc honnêtement, la hausse baisse. Donc moi, honnêtement, je vais vous livrer mon sentiment sur 2014. Moi, je pense que, puisque une des questions implicites que Sébastien nous avait posées, c'était, plus ou moins 10% apparaît, etc. Moi, je pense que si on fait 10% sur l'année, ce sera très bien. Moi, je pense qu'on est sur une année qui est beaucoup plus compliquée 2014 que 2013. D'abord parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, on est sur des niveaux de valorisation. Il y a eu un rattrapage qui font que si la croissance ne prend pas le relais avec les bénéfices qui vont avec, eh bien, ça me paraîtra difficile d'avoir un vrai moteur à ces marchés. Et moi, je pense que le risque que la reprise déçoive est très élevé. Et je pense même que ce qu'on dit sur les politiques monétaires, notamment aux États-Unis, qui vont devenir à nouveau plus restrictives, etc., je pense qu'on se précipite, que la reprise est beaucoup plus fragile qu'on le croit et que le resserrement monétaire, si on peut employer ce mot, parce que vous voyez, c'est voilà, en gros, il y avait vodka et cocaïne, open bar, etc. Bon, on va limiter un peu les doses de vodka. Mais c'est vrai que les taux quand même sont à zéro depuis 2008 aux États-Unis et que la Fed a déversé des centaines de milliards. Moi, je pense que le risque que la reprise déçoive ne doit pas être sous-estimé, et ça, c'est vrai à peu près partout. L'instabilité des pays émergents et ces problèmes quand même assez importants qu'il ne faut pas sous-estimer de compte extérieur sont quand même assez importants. On a quand même le grand retour du risque géopolitique en 2014, parce qu'on parle de la Russie, de l'Ukraine, de la Crimée, mais vous avez aussi la Thaïlande, vous avez aussi le Venezuela, vous avez d'autres pays qui sont comme ça un peu compliqués aussi. Qu'est-ce qui va se passer au Japon, par exemple, avec la hausse de la TVA? Est-ce que ça va casser la reprise? Et puis, on a encore un niveau d'endettement qui est excessivement élevé dans beaucoup de pays, et notamment dans la zone euro, où les taux d'endettement public continuent à augmenter. Et puis, enfin, il y a cette affaire de l'euro qu'on ne voit pas baisser, alors, on s'interroge, on dit comment ça se fait qu'il est si élevé. C'est vrai qu'il y a des facteurs qui pourraient militer pour un affaiblissement de l'euro. On se dit quand même, quand on regarde le différentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe, l'euro, le dollar devrait monter. Mais quand vous regardez, par exemple, une des raisons pour lesquelles l'euro est si fort, c'est d'abord que vous avez des flux qui viennent massivement sur l'euro. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a eu Dieu que pour les États-Unis et les émergents. Et maintenant, finalement, l'Europe,
dont on considère que comme elle a survécu, elle est peut-être plus forte, finalement plus solide qu'avant. C'est 37 milliards d'euros par mois quand même en Europe. Et puis vous avez ces excédents commerciaux absolument gigantesques. Avant 2008, qu'est-ce qu'on avait? La configuration rapidement du commerce mondial, c'était quoi? C'était un énorme déficit américain face à un gigantesque excédent chinois. Et puis le reste, bon voilà, à peu près équilibré. Là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a quasiment plus de déficit américain, on a quasiment plus d'excédent chinois et on a un énorme excédent européen. Donc, en plus, si vous tenez compte du différentiel de taux long entre l'Europe et les États-Unis, on est sur des niveaux de l'euro qui sont élevés. Et moi, je ne vois pas finalement pourquoi il baisserait énormément. Donc, ça, c'est pas très bon en partie pour notre croissance. Donc, moi, je pense qu'on se réjouit un peu vite. Alors, d'un autre côté, si on a toujours autant d'argent qui vient se déverser sur les marchés, pourquoi pas. Mais on dit en que la revanche, BCE sur l'aspect bulle, je suis entièrement d'accord avec Jean-Pierre, on est très très loin. Et n'oubliez pas que c'est très différent quand vous avez une entreprise comme Facebook qui met 19 milliards pour WhatsApp. Pour WhatsApp, c'est pas du tout la même chose que quand l'ensemble des investisseurs sur les marchés sont pris d'euphorie. Si Facebook met 19 milliards, c'est parce qu'ils considèrent que pour eux, c'est un business qui vaut 19 milliards. Et les trois quarts sont payés en actions, en papier, pas en cash. C'est pas la même chose. Ils ont fait la même chose cette nuit avec un casque virtuel. En plus, c'est pas la même chose. J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Qu'une euphorie généralisée. Donc voilà quelques remarques. Avec donc juste pour tabler sur les perspectives de croissance, moi je pense que la reprise américaine, elle est diesel. Moi j'appelle ça diesel, c'est-à-dire qu'elle est relativement robuste, mais elle n'est pas très vigoureuse. Parce que n'oubliez pas que le dopant qui avait quand même tiré la croissance pendant beaucoup d'années, le crédit, on est quand même sur des croissance à l'eau claire entre guillemets. Emmanuel. Et moi je partage pas du tout l'optimisme sur la France. Il y a eu une vraie fenêtre d'amélioration. On peut parler de réchauffement du climat des affaires. Nous, on le voit avec nos indicateurs qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, etc., et qui ont très très bien marché Ecorama, c'est ça, sur 2013. Ouais, le social Ecorama. Clairement, novembre, décembre, janvier jusqu'à mi-février, on était sur des tendances assez favorables et très clairement, depuis la mi-février, on est sur une rechute, à la fois du côté des entreprises, à la fois du côté des ménages. Et donc, moi, je ne crois pas, pour moi, il n'y a aucune rupture de tendance par rapport à cette stagnation qu'on voit depuis plusieurs trimestres. Le chômage ce soir, c'était pas terrible. Même si je sais que c'est un indicateur du passé. Oui, le chômage c'est pas terrible. Ouais, enfin bon, tout était horrible dans ces chiffres du chômage. Ouais. Et de toute façon, bon, effectivement, on sait bien que d'abord, entre le moment en général où vous avez le début de la reprise et la vraie baisse du chômage, il y a en général à peu près 6 mois. Donc ça veut dire qu'au mieux, on aura une baisse du chômage cet été, mais à condition que la reprise se matérialise. Ce qui, encore une fois, est loin d'être acquis. Merci Emmanuel. Bon, vous avez été très complets tous les quatre en 30 minutes. On n'a pas tout abordé, mais on a abordé pas mal de choses. On passera à vos questions dans la salle ou sur Twitter. N'hésitez pas. Donc le hashtag c'est Nuit du Trading. C'est pas très compliqué. Nuit du Trading sur Twitter. Peut-être Jean-Pierre et Jean-Jacques. D'abord Jean-Pierre sur le Japon, là, qu'a cité d'un mot Emmanuel. Le Japon, c'était le Grand Paris 2013. Je dis bien Paris, et ça a fait flamber la bourse de Tokyo et ça a fait chuter le yen. On rentre dans le dur, là, dans, je sais pas, 10-15 jours, la hausse de la TVA. C'est Abenomics, là, ça va fonctionner ou pas, selon vous? Alors le pari sur le Japon, il est basé sur la chose suivante, sur deux choses en fait. Il faut investir sur le Japon si on croit un retour d'appétit pour le risque, car le bêta du marché japonais est assez élevé. Ça, c'est une première chose, et ça a marché l'an dernier aussi pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on croit, et c'est plus important, le deuxième point, c'est qu'on croit dur comme fer à une nouvelle intervention de la Banque du Japon, une nouvelle vague de quantitative easing pour favoriser la reflation des actifs et favoriser la baisse du yen. Non seulement pour effectivement absorber le choc lié à l'augmentation de 3 points de la TVA qu'on va avoir dans quelques jours, mais également pour que la Banque du Japon puisse réussir à parvenir à son objectif d'inflation de 2% l'an prochain. Ce pari est un pari, à mon avis, raisonnable. Et donc, de toute façon, il est basé sur une hypothèse de baisse du yen. La baisse du yen, c'est le facteur clé de la remontée des BPA l'an dernier. Les bénéfices par action, oui. Eux, ils vont arriver à 2% d'inflation quand la BCE n'y arrive pas. Mais c'est vrai qu'ils ont sorti la grosse artillerie, là. On est tous pays riches en pression déflationniste.
qu'on le veuille ou non. États-Unis, Europe, Japon. Et certains pays émergents aussi, au premier... Pardon ? Non, juste tes 2%, c'est énergie, hors énergie Non, elle va le prendre hors énergie et hors TVA, bien sûr. Hein, parce qu'évidemment, il y a une super faible qui fait que, compte tenu de Fukushima, ils importent massivement de l'énergie plus chère. Les économistes c'est facile, entre guillemets. Les économistes japonais peuvent nuancer cela, mais enfin, disons, de toute façon, on n'est pas la cible aujourd'hui. Ça, c'est certain. On a besoin d'une nouvelle baisse du yen. Ce qui veut dire que pour l'investisseur, il n'achète, évidemment, hein, il n'achète des actions japonaises que couvert en change. Ça va sans dire. Hein. Voilà. Couvert en change, et il va sans dire également que... Sinon, ce qu'il gagne d'un côté, il le repère de l'autre. Ah bah oui. Grosso modo. On voit les différences l'an dernier entre la performance en yens, donc qui était de 57%. Oui. Évidemment, et la perf en euros, ça fait quoi? Il restait combien? 21, 22, je ne sais plus très bien, mais dans ces eaux-là. Bon. Voilà. Oui, ou 25. Divisé par 2, quoi. Voilà, c'est ça, environ. Ah bah oui, puisque effectivement, l'appréciation de l'euro vis-à-vis du yen était considérable. Mais la plupart des devises, hein, d'ailleurs, la plupart des devises. Voilà. Alors donc, c'est un pari là-dessus. Alors, il faut quand même bien voir qu'il n'y a pas eu le re-rating dont on parlait tout à l'heure à propos des États-Unis et de l'Europe également, n'a pas véritablement eu lieu s'agissant du Japon. Ça a été vraiment un marché dopé par l'explosion des BPA et par la reprise de la confiance et par la reprise d'un certain nombre de flux, etc. Donc c'est un marché qui, de ce point de vue, reste relativement confortable. Alors évidemment, s'il y a une nouvelle vague de quantitative easing, il ne faut pas espérer les performances de l'an dernier, hein, ça va sans dire. Et il faut revenir sur le Japon que si on est convaincu des deux éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est pas gagné. Jean-Jacques, sur le Japon, et après on passe Ce que nous voyons dans le radar est assez simple sur le Japon. La première chose, c'est qu'il faut continuer à être baissier sur le yen, contre le dollar, contre l'euro. Probablement, c'est un meilleur pari aujourd'hui d'être baissier yen que positif sur le Nikkei. C'est un pari qui est plus sûr. C'est ce que nous identifions aujourd'hui. La dynamique est meilleure. Sur le Nikkei, nous avons des signaux qui sont positifs, mais en demi-teinte. Donc, dans un portefeuille, je dirais qu'on ne peut pas être exposé aujourd'hui à plus de 3-4% sur le Nikkei, compte tenu des signaux que nous avons. Et baissier yen contre quelle autre devise alors? Contre dollar et euro. D'accord. On peut même y aller sur l'Aussie, l'Australian dollar, des devises aujourd'hui qui offrent des meilleurs potentiels de valorisation avec un rendement de portage qui est assez attractif. Ma conviction personnelle sur le Japon, c'est qu'on va avoir un très bon deuxième semestre. Si la liquidité sur l'ensemble des marchés reste bonne, je pense que une fois que l'augmentation de la TVA sera digérée, on va, à mon sens, repartir sur un cycle haussier sur le Japon. Je voudrais juste apporter un éclairage sur l'augmentation des BPA pour avoir une idée de l'augmentation considérable que les entreprises japonaises ont connue sur leurs bénéfices. Depuis Abenomics, le Nikkei a connu une augmentation de 80% des profits. En Europe, on est à peu près légèrement positif, entre 0 et 5% de mémoire, depuis le début d'Abenomics. Et aux États-Unis, on doit être un peu plus de 10%. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'augmentation des prix du Nikkei, elle a été tout à fait conforme, même bien inférieure à l'augmentation des bénéfices. Donc aujourd'hui, il y a une seule question sur le Japon. C'est est-ce qu'ils sortent ou pas de la déflation? S'ils sortent de la déflation, c'est un bull market. Bull market. Intéressant de suivre le Japon parce qu'on dit que l'Europe se japonise depuis quelques trimestres maintenant. Un dernier mot, Eric, et après vraiment ce sera les questions de la salle. Oui, on est tous un peu sur le marché, hein, ouais, sur le marché en général. On parle pas des biotech là. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. On est tous un peu baissiers sur les marchés et pourtant, moi je regarde les marchés tous les jours, heure par heure, on a du mal à voir d'où viennent les catalyseurs. On a eu une crise en Ukraine avec tout ce qu'on sait, avec le référendum en Crimée. On a des problèmes en Chine avec une croissance qui ralentit à 7,5%. On a un Brésil qui ne va pas bien avec forte inflation, très fort taux d'intérêt, faible croissance. On a une Russie où on nous annonce aujourd'hui qu'il pourrait y avoir 150 milliards de sorties de capitaux avec une récession, avec un PIB qui pourrait chuter d'1,8%. On a l'Inde qui ralentit à son plus bas niveau depuis 10 ans. On a une croissance européenne, je suis assez d'accord avec Emmanuel, franchement, on est tous en train de se gargariser sur l'Europe, mais on a 1% à 1,5% de croissance cette année, et on a des États-Unis à 3%. Avec tous ces éléments, les marchés devraient baisser. Or, ils ne baissent absolument pas, tout simplement parce qu'il y a des excès de liquidité. Vous avez des taux à zéro
aussi bien d'un point de vue monétaire que d'un point de vue obligataire. Je crois que sur le 10 ans allemand, on a du 1,60, sur le 10 ans américain, on a du 2,70. Et les investisseurs se disent, parce qu'ils sont quand même obligés d'arbitrer, où est-ce que je vais mettre l'argent? Donc ils le mettent sur les actions. Un jour, ça se terminera. Un jour, je pense que les marchés vont baisser. Mais moi, c'est vrai que ma grande interrogation en ce moment, c'est de où peut venir la forte baisse. Si l'un des trois intervenants a la réponse, moi je suis preneur, parce que j'ai beau essayer d'échafauder tous les plans possibles et inimaginables, à moins de facteurs exogènes comme une guerre ou l'assassinat d'Obama ou d'autres choses dont je ne parlerai pas. J'ai vraiment du mal à voir d'où la baisse pourrait venir. Alors quand je dis baisse, je dis pas de revenir à 4000 points ou 3900 points. Je dis les 3005, 3006 que certains augures ou certains Cassandres de l'économie évoquent par-ci par-là. Voilà. Merci Eric. Alors, les questions de la salle. On va vous faire passer des micros. Alors, peut-être en prendre un ou deux sur la scène. Pas sûr qu'il en reste assez. Ça, hein. Hop. Un de chaque côté. Des questions pour nos experts. Pour Eric Lewin, Jean-Pierre Petit, Jean-Jacques Kohana et Emmanuel Le Chypre. Allez-y, monsieur. Bonjour, Hubert Devrotte, trader ALM. La question que j'ai en fait est sur la BCE et ses potentielles interventions. On sait que les chiffres de l'inflation en mars, le CPY, vont être à peu près dégueulasses un peu partout en Europe. Qu'en avril, on va avoir des effets de base. Ma question est, quel est selon vous le pricing des interventions de la BCE sur les mois à venir? Donc, quelles seraient les interventions possibles, sachant que Wiedermann n'a pas exclu un LTRO ou une baisse des taux assez rapidement. Merci. Première question de la salle, peut-être pour vous Jean-Pierre. C'est vrai que Jens Weinmann, le patron de la Bundesbank, hier, nous a un petit peu surpris. Enfin, moi, je n'avais pas noté ça, cette évolution dans le détail ces derniers mois. La Bundesbank nous parle de quantitative easing, un peu à l'américaine, quoi. C'est vrai que les Allemands sont toujours un petit peu en retard par rapport au processus. Ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin dans l'ensemble de la dynamique de gestion de la crise de la dette souveraine, et ça finit par déboucher sur l'OMT et toutes les améliorations qu'il y a eu ensuite, la création du mécanisme européen de solidarité, enfin bref, toutes les avancées qui ont permis l'interruption du processus de dégradation systémique. Ça a été bien expliqué à 18h par Alexandre Baradez, d'IG, pour ceux qui n'étaient pas là. Très très bien. Donc là, ils sont en train de s'apercevoir que l'inflation se situe à un niveau très bas. Et c'est du pipeau ou dès jeudi, là, dans 8 jours, il se passe un truc à Francfort? Écoutez, ce qui est certain, c'est que, et l'intervention de Weinmann est intéressante, c'est qu'ils sont en train de réaliser qu'un niveau d'inflation trop bas pose un problème, notamment quand on est des pays très endettés. Quand l'inflation descend à un niveau très bas, et a fortiori lorsqu'elle passe en négatif, ce qu'on appelle la déflation, les taux réels, mécaniquement, progressent. Or, en macroéconomie, ce qui compte, c'est les taux réels. Ou dit autrement, avec les niveaux de dette qu'on a aujourd'hui, Emmanuel en parlait rapidement tout à l'heure, je voudrais juste vous rappeler que le ratio de dette publique et privée en pourcentage du PIB, dette publique et dette privée, ménages et entreprises, en pourcentage du PIB de l'ensemble du monde riche, est encore aujourd'hui à 270%. C'est-à-dire le niveau record de toute l'histoire du temps de paix. Donc quand on a une dette mécaniquement très importante, cette dette est nominale, on doit 10 000 milliards de dollars, on les devra toujours. Si vous n'avez pas en face des revenus nominaux qui progressent suffisamment vite et qui progressent plus vite que les taux d'intérêt nominaux, vous êtes mécaniquement en difficulté. Le drame du Japon, depuis 20 ans, c'est d'avoir connu une croissance nominale quasiment nulle parce que l'inflation baissait un peu chaque année. La croissance nominale annuelle moyenne du Japon depuis 20 ans, c'est 0,4% par an. Il y a 20 ans, le ratio de dette totale, publique et privée par rapport au PIB au Japon, c'était 265% du PIB. Aujourd'hui, c'est 390%. Vous voyez ? Voilà. Donc Weinmann est en train, avec beaucoup de retard, de s'apercevoir de cela. Voilà. Alors la BCE va-t-elle faire quelque chose la semaine prochaine, dans 2 mois Vous n'en savez rien. Alors vous savez, parce que j'ai travaillé 9 ans dans une banque centrale. Oui. Et une semaine avant... Laquelle Rappelez-nous. Je suis français, donc la Banque de France. Voilà. Et donc, vous savez, même les protagonistes ne le savent pas forcément une semaine avant.
ils étudient les choses, ils discutent, etc. Alors, Faut si vous ne croire savez que- pas, la seconde question, et après on écoute Jean-Jacques, et on prendra d'autres questions. Bah, Est-ce que c'est c'est que- trop tard? Est-ce que c'est déjà trop tard? Non, c'est jamais trop tard pour essayer de lutter contre les forces déflationnistes. C'est jamais trop tard. La preuve, ce qu'on appelle les Abenomics, pour la première fois, les autorités japonaises, l'État et la Banque du Japon a pris la mesure du risque déflationniste à partir de la fin 2012, lorsque Shinzo Abe, ou début 2013, lorsque Shinzo Abe était élu. Donc on ne sait pas si ça va fonctionner Oui, mais réellement. enfin, d'accord, mais il fallait mieux faire cela que de ne rien faire. La BCE a encore énormément d'armes à sa disposition. Quand la Fed a passé ses taux à 0%, il y a beaucoup d'investisseurs qui m'ont dit qu'elle n'avait plus d'armes. Mais il y a plein d'armes. Le pouvoir des banques centrales est sans limite. Je vous dois 10 000 euros, Sébastien. Ah. Je vous dois 10 000 euros. Oui. Je vous fais un chèque, c'est une dette que j'ai à votre égard. Je vous fais un chèque de 10 000 euros. Est-ce que vous avez le droit de le refuser? Est-ce que vous avez le droit, en droit français, est-ce que vous avez le droit de le refuser? Je vous réponds tout de suite. Je vous réponds, vous allez l'air dévisiter. Je vous réponds, c'est non. Ça efface ma dette. Vous êtes bien d'accord? Oui. Je suis une banque centrale, j'ai un pouvoir de création monétaire illimité. Voilà le pouvoir d'effacement de la dette de la banque centrale. C'est incontestable, ça. Voilà. C'est Jean-Pierre Petit Donc- qui parle, hein, c'est pas Jean-Luc Mélenchon là. Hein. On ne peut pas comme ça faire tourner la planche à billets. Alors, parlez pas de la gratuitement. planche à billets, c'est encore un autre truc. Mais c'est ça le pouvoir des banques centrales. Le pouvoir des banques centrales n'a jamais été aussi élevé. Hein, et la BCE a encore... Alors, monsieur posait peut-être sur les aspects techniques, elle a énormément de... Alors, il y a l'hypothèse de passer le taux de facilité de dépôt en territoire négatif. Il y a l'hypothèse de faire une nouvelle LTRO à long terme. Les prêts et aux banques, ouais. à des taux garantis très bas. Il y a l'hypothèse sur laquelle travaille la BCE de racheter des produits ABS, Asset-Backed Securities, représentatifs de crédit aux entreprises, notamment qui ne bénéficient pas de la baisse des taux d'emprunt d'État, parce que les taux des entreprises italiennes et espagnoles sont encore trop élevés, malgré la baisse des taux des emprunts d'État, etc. C'est fameux taux réel, on a compris. Voilà. Ouais. Voilà, Quand il on y a emprunte à encore- 3-4%, si on est en récession et en déflation, ça fait des taux réels Voilà. beaucoup trop importants. Exactement. Donc il y a encore énormément d'outils à la disposition de la BCE et même des autres banques centrales, parce que l'histoire n'est pas terminée. Vous parliez du Japon, mais attention, je suis d'accord avec la réserve qui a été mise tout à l'heure. La réserve fédérale va poursuivre son tapering, elle relèvera son taux l'année prochaine, si tout va bien. S'il y a une nouvelle pression déflationniste qui pourrait venir de l'extérieur des États-Unis, je suis d'accord, et je l'ai dit tout à l'heure, pour moi le principal danger c'est la République populaire de Chine. À ce moment-là, la Fed, et je ne parle même pas des autres pays émergents, qui amèneraient une nouvelle pression déflationniste, n'ayez aucun doute là-dessus, la Fed n'hésitera pas à revenir au quantitative easing. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme disait l'autre. Emmanuel. Non, c'est pas une promesse, c'est Janet Yellen qui n'a pas promis d'ailleurs de remonter ses taux, mais qui a proposé. Je peux vous passer le mien aussi, non, Emmanuel. Allez-y, Emmanuel. Juste un élément de contexte sur la BCE, je suis d'accord avec Jean-Pierre. En plus, la BCE a un avantage formidable sur la réserve fédérale américaine. N'oubliez pas que c'est une banque centrale moderne, que la Fed est une banque ancienne du début du XXe siècle, et que les outils à la disposition, les canaux de transmission que peut utiliser la Banque Centrale Européenne sont beaucoup plus modernes et beaucoup plus efficaces que ceux que peut utiliser la Fed. Un élément de contexte toutefois, une des raisons pour lesquelles aussi il ne s'est rien passé à la BCE, et vous trouvez peut-être que ça tarde, hein, je me rappelle de la déception des dernières semaines, n'oubliez jamais un paramètre, c'est que la BCE, elle a cette union monétaire à gérer et qu'elle s'est dit que si elle faisait quelque chose, on était à nouveau reparti pour une période où, ça y est, les gouvernements allaient pouvoir se croiser les bras, dire finalement, ça y est, la BCE nous a encore sauvés. N'oubliez pas que la décision de la BCE, la dernière décision de ne rien faire, c'est aussi un moyen de rappeler aux États qui ne font rien, et notamment la France, de dire, attendez, on ne va pas faire le boulot à votre place, donc mettez au point vos réformes. Et je vous rappelle que ça intervient à un moment où on est en France, on commence à être acculé dans une espèce de corner, on se demande ce qu'il va y avoir dans les 50 milliards de baisse de dépenses publiques, il y a des très grosses échéances avec les agences de notation au mois d'avril, et donc la BCE se dit ce n'est absolument pas le moment de relâcher la pression sur les pays qui ne font rien, comme la France. C'est un élément politique, dixit certains banquiers centraux. Il y a un élément qui peut changer la donne et qui est vraiment
ce qui passionne l'Europe aujourd'hui, puisque l'Europe aujourd'hui s'est prise de passion pour ce nouveau Premier ministre italien, M. Renzi. Il paraît qu'Angela Merkel en est folle, que toute l'Europe regarde, qu'à l'Élysée, on se dit « Oh là là, mais oui, quand on voit ce qu'il fait, on n'a pas été assez loin ». Alors voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez entendu parler de bruit. Oh bah tiens, on va peut-être baisser les impôts sur les ménages. Et ouais, et voilà. Et donc, peut-être que ce M. Renzi, je ne dis pas qu'il va réussir, mais en tout cas, il faut souhaiter qu'il réussisse. Et s'il réussit, croyez-moi, ça peut faire bouger beaucoup d'équilibres en Europe. Et là, on rentre dans une nouvelle phase, y compris pour la Banque Centrale Européenne. Oui. On sera sauvé par les Italiens, hein, qui l'auraient cru finalement. Entre M. Renzi à Rome, M. Draghi finalement à Francfort, ce sont les Italiens qui vont sauver l'euro. Franchement, il y a 10 ans, on nous l'aurait dit qu'on ne l'aurait pas cru. Bon, entre-temps, on a un second tour de municipal, nous, dimanche, et on a un gouvernement quand même qui est relativement affaibli. Petit commentaire personnel, mais arrêtez, je peux... Ah. Jean-Jacques, il y a un dernier mot. Oui, et sur après, on reprend une question. Sur l'euro, d'abord, je vais apporter un point de vue de marché. Nous, ça fait à peu près 1 an que nous sommes positifs sur l'euro-dollar, un peu contre tous. Et pour l'instant, on a eu raison. Et pour l'instant, nos signaux ne changent pas. Qu'est-ce qu'on a connu depuis à peu près une semaine? Un FOMC qui a été perçu beaucoup plus restrictif que ce qui était attendu. Des déclarations, on en a parlé, de Weidmann, qui envisage des actions de la Banque Centrale Européenne, et finalement un euro qui ne consolide pas beaucoup. Tout cela me conforte dans l'analyse qui a été présentée par Emmanuel Le Chypre, c'est-à-dire que nous sommes dans une tendance d'appréciation long terme de l'euro-dollar, qui, à mon sens, témoigne d'une certaine japonisation de la zone euro. Alors c'est vrai que les actions de la Banque centrale peuvent être nombreuses, qu'elle a beaucoup de marge de manœuvre, mais à mon sens, la BCE est dans une prison mentale. Elle a une politique monétaire complètement différente de la Federal Reserve, de la Bank of England, de la Banque du Japon. Et aujourd'hui, elle est très réticente à mener un quantitative easing. En termes de marché, je vais donner un point de vue de marché, alors que nous avons des bulles sur le high yield d'Europe, une demande frénétique sur les dettes risquées de la zone euro, notamment le Portugal, la Grèce aussi. L'Irlande, on peut citer, même la France. Il me semble qu'aujourd'hui, la BCE n'est pas prête à un quantitative easing. J'en veux pour preuve que quand je regarde les déclarations de certains membres du directoire, je pense à la nouvelle arrivée allemande, Sabine Lautenschlager, par exemple, qui disait qu'elle n'était pas pour l'OMT, par exemple, qu'elle était réticente à l'OMT. À mon sens, la BCE va probablement abaisser son taux de rémunération des dépôts à des niveaux négatifs, mais cet abaissement ne répond pas à l'enjeu. L'enjeu, c'est le bilan. Ce que va regarder le marché, c'est le bilan de la BCE. Or, le bilan aujourd'hui se contracte. Le bilan de la Fed, il augmente à un rythme moins élevé, mais il augmente. Le bilan de la BOJ, il explose. Le bilan de la Bank of England, il continue à monter. Donc aujourd'hui, il faut faire attention à l'euro. Merci Jean-Jacques. Une question, ce sera peut-être la dernière, sauf si vous faites des réponses courtes, messieurs, mais ce n'est pas gagné. Une question donc. Oui. Allez-y. Juste une question. Tout d'abord, je voudrais souligner le phénomène d'ancrage psychologique sur une question, s'il vous plaît. Comptent beaucoup les banques centrales. Oui. Dire que la Réserve fédérale mène une politique expansionniste de sa masse monétaire parce qu'elle considère que les esprits sont trop, pour l'instant, ancrés dans un schéma de prolongation de la déflation, même aux États-Unis. Et inversement, pour la BCE, l'Allemagne considérait que les esprits européens étaient trop ancrés dans un schéma inflationniste. Et à mon avis, ceci va s'inverser en raison de la détérioration visible des comptes de l'Allemagne, si vous voulez, qui connaît de plus en plus grandes difficultés. Et quelle est votre question, monsieur? Je suis désolé, en plus je ne vous vois même pas, je ne sais pas d'où vous me parlez. Oui, pardon. Vous êtes où? Vous êtes par là-bas. Je suis... Okay. Si vous pouvez vous lever. Oui, je peux me lever, oui. Voilà. Bien sûr. Quelle est votre question, s'il vous plaît, parce qu'on est en retard? Ma question, c'est de dire qu'il faut jamais oublier qu'au bout du bout... Il n'y a pas de question, en gros, quoi. Non.
Mais on est d'accord, il n'y a pas Au de bout du question. bout, les banques centrales tiennent tout de même compte de l'intérêt Oui. de leurs économies et que tôt ou tard, les Américains vont passer une politique monétaire, disons, très laxiste à une politique de resserrement et que ce jour-là, l'euro va inévitablement baisser par rapport au dollar. Merci Donc, monsieur, c'était donc un billet, hein, enfin Voilà. c'était votre avis, mais il n'y avait pas de question. Un édito, voilà, merci Eric. Donc, Une autre question. la seule question, Merci, c'est monsieur. quand est-ce que ça va se produire. Merci de répondre. Bah, ça, on vous laisse réfléchir. Il y a une question là-bas. Un autre monsieur, là pour le coup je vous vois bien. Allez-y, je vous en prie. Ce sera la dernière. Oui, bonjour. On est en retard. Une question pour Monsieur Lewin, s'il vous plaît. Vous avez parlé des small caps et je voulais savoir si, à votre avis, il était encore possible de jouer sur la hausse des small caps, enfin la hausse des small caps, via un indice européen qui englobe aussi donc des valeurs italiennes, espagnoles, etc., pour éviter précisément les problèmes de bulles que vous avez évoqués. Est-ce qu'il reste encore un peu de potentiel, quoi? Bah, écoutez, il y a peut-être un peu plus de potentiel. Je vais rejoindre ce que dit Emmanuel sur l'Italie et sur l'Espagne. Maintenant, attention quand même, parce qu'il faut trouver des analyses financières pertinentes dans ces pays-là. On ne va quand même pas à l'aveuglette via Boursorama ou via un autre broker pour acheter des actions en Italie, en Espagne ou au Portugal. Bref, il faut faire très attention. Moi, je vous dis la vérité, moi, je préfère rester sur mon marché domestique, tout simplement parce que je maîtrise mieux les sociétés, parce que je peux rencontrer les entrepreneurs, parce que je peux voir les gérants. Sur d'autres pays, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc faites attention, allez peut-être en Italie, mais faites bien attention dans les sociétés que vous allez décortiquer et essayez vraiment de les décortiquer parce qu'il y a quand même moins de brokers là-bas spécialisés sur les petites sociétés, c'est-à-dire sur les capitalisations inférieures à 150 millions d'euros. Merci Eric. Complément de réponse. Oui, je voudrais juste dire que sur le Stocks Europe Small Caps, Oula. nous avons une bulle comme sur le Russell 2000, 2000. Aux États-Unis. Voilà. C'est une question que je pose. Pourquoi sur des marchés qui sont si étroits en termes de liquidité, il y a autant d'investisseurs moutonniers qui investissent sans comprendre et sans savoir? Et votre réponse c'est quoi alors? Parce que là vous posez une question aussi. Éviter au sens du C'est radar. tendu là, c'est tendu. Éviter. Aujourd'hui, c'est pas le moment d'investir sur les small caps en Europe, en tout cas, ni aux États-Unis. Merci messieurs, Jean-Jacques Ohana, Risk Elia, Jean-Pierre Petit, les cahiers verts de l'économie, Eric Lewin, Agora Gestion, enfin Agora Édition, et Manu Le Chypre, BFM. Il est 22h, la soirée se poursuit et on est ensemble jusqu'à 23h. On aura Gaspard Proust en guest, je vous le rappelle, dans une demi-heure. Messieurs, allez-y, je vous en prie. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant avec Xavier Fenot, le finaliste des talents du trading 2013. Xavier Fenot, donc dans 2 minutes. À tout de suite.